Dans le sport de ce vendredi, on va parler d'abord du football, essentiellement bien évidemment, les éperviers du Togo qui sont en mise en jambe à Lomé avant leur départ pour la Turquie. Nous serons également du côté de l'Espagne où Zidane et le Real, c'est terminé. On va évoquer aussi la finale de la Champions League, une finale 100% anglaise qui va se jouer dans la ville de Porto. Et c'est l'affaire de Henri Akodo d'AfriqueExpress.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel. C'est d'abord le Togo, notre premier sujet. Les éperviers, avant de prendre le vol à Cotonou, ce sera demain, samedi 29 mai, pour Antalya en Turquie, pour mettre à profit la journée FIFA. La sélection nationale est en mini-stage de 2 jours à Lomé. Le regroupement a débuté avec les internationaux présents, les 9 locaux, plus quelques expatriés dans la capitale ce jeudi. C'était hier, les éperviers se sont entraînés au stade de Kégué après une séance de test Covid. Les éperviers donc s'envolent pour la Turquie. Le Togo en mode de reconstruction après 2 échecs pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec en tout cas un nouvel entraîneur qui vient d'être nommé et qui prendra ses fonctions en août prochain. Oui. Mais avant cela, le sélectionneur intérimaire qui est là a pour obligation, en tout cas, de pouvoir remettre les choses à plat avant l'arrivée du prochain sélectionneur. Il s'agit bien évidemment de Jonas Kokou-Komlan qui assure l'intérim. Mais pour cette trêve internationale qui arrive en juin prochain, le Togo sera en stage à Antalya à partir du 29 au 10 juin prochain pour pouvoir véritablement profiter en tout cas de ce temps-là, afin de pouvoir préparer les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique Qatar 2022 qui vont débuter en septembre prochain. Il faut dire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre introduction, qu'ils sont au moins 9 joueurs locaux à être convoqués pour ce stage qui va se dérouler à Antalya, notamment 4 joueurs de l'association sportive des chauffeurs de la COSA, la SEK, qui est leader de la poule B du championnat national de première division. Nous avons des joueurs comme Ouagoro Ismaël, le meilleur buteur du championnat national avec 12 réalisations. Nan Richard également, 12 réalisations. Tchatakora Abdul Semiou, Mani Ogodia. Sans oublier bien évidemment les joueurs de la Scout Kara, Tchakei Marouf, Ouro Sama Alimou, le défenseur central. Et en plus de ces joueurs-là, nous avons quelques expatriés qui sont là également déjà, Fodolaba et Tchadeni Farid, Gianni Nguissan, Youssouf Até de Wafa au Ghana. Donc ces joueurs, en tout cas, ont commencé un mini-regroupement depuis hier et première séance d'entraînement avec le nouveau staff technique, histoire de pouvoir se remettre en jambes en attendant le voyage qui s'effectuera demain sur Antalya. Il faut rappeler que la plupart des expatriés ne sont pas encore là. Ils vont rejoindre le groupe là-bas à Antalya. Et ce stage sera ponctué de 3 matchs internationaux amicaux. Le Togo jouera face à la formation du Niger le 2 juin. Et 3 jours plus tard, le Togo sera face au MENA. Fera face bien évidemment au Sili national de la Guinée, une nation qualifiée pour la prochaine CAN. Le Sili national de la Guinée d'un certain Didier Six, sélectionneur du Togo. Et on va boucler ce stage avec la rencontre face à la Gambie. La Gambie qui participerait également à sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain au Cameroun. Donc voilà un peu les 3 sparring partenaires du Togo pour cette trêve. Après cette spirale négative, après ce trou d'air, après ces vents contraires qui ont secoué un peu la sélection, 5 ans de disette avec un certain Claude-Marie François Leroy. Aujourd'hui, ce stage-là vient à point nommé pour pouvoir se redonner confiance, entamer un nouveau cycle. Le chantier, il est assez
vaste. Oui. On aura l'occasion d'en parler encore dans cette émission. Mais pour le moins, ce qu'on puisse dire, il faut quand même saluer cette initiative de la Fédération togolaise de football, mais également de l'État togolais, d'accompagner ces éperviers, parce que ce n'était pas évident de trouver 3 sparring partenaires dans cette trêve internationale de juin. Il faut mettre cela à profit avant les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Alors, donc, ce n'est pas le nouvel entraîneur qui sera là, puisqu'il vient en août prochain. Qui conduit les éperviers? C'est Jonas Kokou-Komlan. Il est un local. Jonas Kokou-Komlan, c'est ce technicien togolais-là qui n'est pas très connu. En tout cas, au niveau du public sportif togolais, mais c'est quand même quelqu'un qui, en tout cas, est en train de faire ses pas. Il a déjà fait ses preuves ailleurs. Il fut ancien sélectionneur adjoint du Niger. Il a été également aux Émirats Arabes Unis. Figurez-vous, il a fait ses stages au niveau de Valence, de l'Inter de Milan, de Manchester City. L'un des plus grands résultats qu'il a, en tout cas, réussi pour l'instant dans sa carrière, c'est il a été l'entraîneur de la sélection U17 du Mali. Et il a remporté, figurez-vous, une CAN U17 avec cette sélection. Il est allé en Coupe du Monde avec cette sélection. Ils ont terminé 3e. Depuis pratiquement 1 an, il est le nouveau entraîneur de la SCK, l'équipe même qui est première dans la poule B du championnat national de première division. C'est un technicien togolais qui est en train de faire ses armes, qui est très ambitieux, qui a été nommé comme intérimaire en attendant l'arrivée de Paulo Duarte. Mais à l'entendre parler, c'est comme si probablement qu'il sera reconduit avec Paulo Duarte, en tout cas comme sélectionneur adjoint. Lorsque le technicien portugais sera là, c'est de bon augure pour pouvoir entamer cette reconstruction. Il a convoqué 25 joueurs pour ce stage, je le disais tantôt. On a des anciens qui sont là. Il y a notamment Fodo là-bas qui fait office d'ancien. Ilas Bebou. Il y a certains qui ne seront pas là du rendez-vous, notamment Mathieu Dosevi, qui a connu une saison assez difficile, relégué en 2e division avec son club Denizli Sport en Turquie. Il y a de nouveaux venus, notamment Mani Ogodia, il joue à l'ASK, notamment également Gustave Akwesson, le joueur il joue en 4e division en France, c'est un défenseur pétri de talent. En tout cas, si on se fie à ce que le technicien nous dit. Donc, ce stage, je pense que Jonas Kokou-Komlan a l'opportunité, en tout cas, de pouvoir faire ses preuves avec ses éperviers, parce qu'il attendait depuis fort longtemps cette opportunité. Même s'il est le sélectionneur intérimaire, il entend pouvoir mener à bien cette mission afin de pouvoir redonner, en tout cas réconcilier le public sportif togolais avec sa sélection, parce que c'est une équipe qui était en dilettante pendant quasiment 5 ans. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour entamer un nouveau cycle. Je pense que le technicien togolais apportera beaucoup dans ses conférences de presse. En tout cas, depuis sa prise de fonction, il est en train d'inculquer une certaine... il est en train il est en train d'inculquer une certaine valeur à l'équipe, à son effectif. C'est un entraîneur, il le dit, très féru d'un football offensif, du jeu laissé tourner vers l'avant avec beaucoup d'intensité dans les transmissions. On le verra à l'œuvre. Pour l'heure, il faut dire que le chantier, en tout cas, pour ne pas parler des chantiers, ils sont assez nombreux parce qu'aujourd'hui, nous avons une défense centrale qui a été à la rue durant ces dernières éliminatoires. Il va falloir trouver la paire idéale avec Jane Dakona, le capitaine qui est toujours là, mais qui pour l'accompagner. Nous avons aujourd'hui la curiosité Gustave Akwesson qui sera là. Il va falloir trouver la bonne paire, des joueurs qui sont très complémentaires sur le plan défensif, qui peuvent assurer la couverture, les anticipations au milieu du terrain. Depuis, en tout cas, le départ d'un certain Alexis Romao, le Togo a toujours eu des difficultés dans son enjeu. Donc aujourd'hui, il faut trouver également le milieu récupérateur idéal. Est-ce que ce sera Mani Ogodia, le joueur de l'ASK? Est-ce que ça sera Henri Foul et Nifoul Henri? Devant, il faut que nos attaquants également puissent jouer ensemble, puissent coordonner leur jeu sur le jeu combiné afin de faire mal aux adversaires. Donc il y a plusieurs
aspects à revoir au sein de cette équipe nationale afin de renouer avec le passé glorieux. Est-ce que Jonas Kokou Komlan lui-même, est-ce qu'il connaît l'équipe? Au vu de ce qu'il a dit à la presse lors de la dernière conférence de presse organisée à la Fédération togolaise de football, on s'est rendu compte qu'il maîtrise un peu les carences, les errements de cette formation togolaise. Il a dit qu'ils ont dressé au moins une liste de 100 joueurs togolais qui évoluent un peu partout dans les 4 coins du monde, ensemble avec le sélectionneur, en tout cas, qui sera là en août prochain, Paulo Duarte. Il a parlé des difficultés, des tares et des avatars de cette équipe depuis fort longtemps, avec ses problèmes récurrents en défense, avec des espaces béants au milieu du terrain, et en attaque, la difficulté à pouvoir marquer, surtout à domicile, alors que le Togo, de par le passé, c'est une équipe qui est redoutable, qui est souveraine à domicile. Donc, il entend véritablement impulser une nouvelle dynamique à cette formation, et ça passe forcément par ses préparations au niveau de ses matchs amicaux, mettre en place des préceptes de jeu, des styles de jeu. Il a parlé de sa philosophie de jeu qui est tournée vers l'avant avec un jeu de transition rapide, parce qu'il a constaté véritablement qu'il y a une certaine lenteur qui caractérise le jeu des équipes togolaises, et donc il veut véritablement, à travers l'équipe nationale, changer un peu cette donne-là, changer un peu cette dynamique, mettre beaucoup plus d'intensité dans le jeu, beaucoup de transitions rapides vers l'avant, avec des redoublements de passes, avec des joueurs qui aiment occuper les couloirs et les espaces. Et donc, il a convoqué certains joueurs qui ont ce profil, notamment Elom Niavedi ou Serge Nuadi, qui seront dans cette formation pour les matchs amicaux à venir. Je pense que c'est un nouveau challenge pour cette sélection qui est aujourd'hui 133e au classement FIFA. Le Togo, qui a déjà connu les joies d'une Coupe du Monde en 2006, se rend, nous honore véritablement par cette sélection. Et je pense qu'il est temps de pouvoir repartir sur une nouvelle base. Vivement que Jonas Kokou Komlan, avec l'ensemble du nouveau staff technique, puisse véritablement apporter ce bouffée d'oxygène, en tout cas aux supporters des éperviers, les Togolais qui sont tombés, en tout cas qui ne sont plus trop friands de leurs équipes nationales, parce que déçus par des résultats, ces vents contraires qui ont secoué, qui ont jalonné un peu le passage de Claude Leroy à la tête de cette sélection. Il est temps de renouer avec cette communion d'esprit qui a fait la force du Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. On peut encore le faire, ce n'est pas possible, parce que si je fais un peu un parallèle avec l'histoire, avant que le Togo ne se qualifie pour la Coupe du Monde en 2006, le Togo avait été éliminé pour les éliminatoires de la CAN 2004 avec un certain Antonio Dumas. Et derrière, on a joué les tours préliminaires avec l'arrivée de Stéphane Kessie pour la Coupe du Monde. Le Togo a battu la Guinée équatoriale. On n'attendait pas le Togo forcément dans une poule compliquée où on avait le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Libéria, la Zambie. Finalement, le Togo a terminé premier, même si le format, pour cette fois-ci, le format est un peu différent pour ses qualifications, puisque dans cette poule où se trouve le Togo, où on retrouve le Sénégal, grandissime favori, le Congo, la Namibie, le Togo doit forcément terminer premier et espérer jouer les barrages aller-retour avec une autre équipe afin d'accrocher, de composer son ticket pour la Coupe du Monde à venir. Ce n'est pas chose impossible. Tout est possible dans le football. Il faut croire en ses chances. Et je pense que c'est le discours que Jonas Kokou Komlan entend apporter en tout cas à ses joueurs lors de ce stage. D'accord, on peut leur souhaiter bonne chance alors. Deuxième sujet, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui a annoncé jeudi, c'est le Real qui a annoncé jeudi le départ de Zinedine Zidane de son poste d'entraîneur après un second mandat moins éclatant que le premier. Zidane termine la saison sans titre. Le Real annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d'entraîneur avec notre club, a indiqué la Maison-Blanche, donc dans un communiqué confirmant des informations de la presse espagnole. Zidane quitte le Real. Zidane, on sait qu'il a remporté 3 finales d'affilée.
en s'inscrivant ou inscrivant ainsi son nom dans le palmarès des entraîneurs de la Maison Blanche. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche plus depuis un moment pour le Français? Comme le final de la historia, en espagnol, la fin de l'histoire pour le Marseillais au niveau du Real Madrid. Je veux dire, c'est une question assez difficile. Aujourd'hui, quand on analyse, vous l'avez bien dit dans votre introduction, son premier passage au niveau du Real Madrid, c'est quand même un palmarès assez élogieux, des performances assez idylliques avec 9 trophées décrochés en 3 ans, les plus importants, ces 3 Ligues des Champions de façon consécutive. Jamais dans l'histoire du football, aucun entraîneur n'avait réussi cet exploit-là. C'était un exploit retentissant et il avait quitté cette équipe en juin 2018, tout juste après avoir décroché le 3e sac consécutif en Ligue des Champions. Il est revenu en mars 2019, alors que le Real traversait des périodes troubles, avec le passage d'un certain Lopetegui, Hulen et Solari qui n'ont pas réussi. Zidane est venu, il a essayé de stabiliser le club. La saison dernière, ils ont eu à remporter quand même la Liga, mais cette saison, je pense que la situation de la Covid-19, avec les préparatifs d'avant-saison qui ont été tronqués, avec les cas de contamination qui n'ont pas permis à Zinedine Zidane d'avoir sous sa main l'effectif complet pour toute la saison, avec des blessures récurrentes de certains cadres, notamment Eden Hazard, qui a été recruté à prix d'or pour pouvoir apporter un nouveau dynamisme à ce jeu du Real Madrid. Donc voilà un peu les aspects qui ont concouru au résultat moins reluisant de Zinedine Zidane pour son 2e passage à la tête du Real Madrid. Et comme d'habitude, comme pour la première fois, ce n'est pas qu'il a été limogé, c'est lui-même qui a fait ce bilan et finalement il a décidé de quitter. Peut-être que Zinedine Zidane n'aime pas trop la pression parce que, en tout cas au cours de cette saison, il a été souvent éprouvé par, en tout cas, tous les faits qui ont marqué le Real Madrid et les questions des journalistes en conférence de presse. Zidane, qui était connu pour son calme, sa sérénité, a craqué quelquefois quand on lui posait des questions sur son avenir. Il avait dit, je vais paraphraser un peu, si on perd, je dois partir. Si on gagne 5 matchs et on perd le match suivant, Zidane doit partir. Donc, certainement qu'il n'a pas apprécié véritablement cette pression de la presse madrilène et finalement, il a voulu, en tout cas, n'ayant plus la confiance peut-être de certains de ses dirigeants, il a voulu tout simplement prendre la porte. Est-ce que c'est parce que lui, il sent qu'il n'aura pas l'effectif qu'il veut pour la prochaine saison? Selon les indiscrétions, depuis quelques années, Zinedine Zidane plaide pour l'arrivée de certains joueurs au sein de l'effectif madrilène, mais finalement, il n'a pas gain de cause. Il avait voulu recruter un certain Paul Pogba pour régénérer un peu le jeu du Real Madrid dans l'entre-jeu, mais il n'a pas été entendu. Il y a des contingences, des contraintes financières à ce niveau. Donc, des désaccords, selon les indiscrétions, avec le président Florentino Pérez. Tous ces aspects-là ne lui ont pas permis d'avoir un peu l'effectif qu'il aurait voulu avoir pour cette saison. Et je pense que ce sont ces aspects qui ont, en tout cas, milité un peu à ce qu'il jette aujourd'hui l'éponge à la tête du Real Madrid. Il faut dire que le Real Madrid, c'est un club assez atypique, assez particulier. Peu d'entraîneurs, en tout cas, ont fait long feu au sein de cette formation parce qu'il y a une telle pression, que ce soit au niveau du vestiaire, au niveau de la direction, au niveau des socios, au niveau de la presse. Donc, vous êtes usé, finalement, si les résultats ne suivent pas. Parfois, même si vous appelez Zinedine Zidane,
En tout cas, vous êtes obligé de craquer, d'aller se ressourcer, peut-être revenir, rebondir dans un autre club. Voilà un peu pour la fin de l'histoire de Zinedine Zidane avec le Real Madrid. Mais il faut quand même saluer ce bel hommage, les hommages qui lui ont été rendus par certains de ses joueurs, Raphaël Varane, Karim Benzema, Sergio Ramos, qui n'ont pas hésité sur leurs différents réseaux sociaux, notamment Twitter, à pouvoir encenser le technicien français. Le Real Madrid, même dans le communiqué final, vous êtes aperçu que, en tout cas, il y avait un profond respect que la direction... Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid. Bien évidemment, ce sont des mots assez forts. Cela illustre parfaitement le respect, l'importance qu'a Zinedine Zidane au sein de cette formation madrilène. Mais le Real Madrid doit entamer un nouveau cycle. Aujourd'hui, la fin de l'histoire avec Zinedine Zidane n'est pas forcément la fin de l'hégémonie du Real Madrid dans le football espagnol ou dans le football européen. Ce sont des trous d'air qui peuvent arriver à tous les grands clubs. Aujourd'hui, il faut entamer une reconstruction du club avec une régénérescence de l'effectif. Il y a des joueurs, entre guillemets, qui sont un peu âgés aujourd'hui. Sergio Ramos, qui va probablement quitter le club. Luka Modric a prolongé pour une saison. Toni Kroos, Casemiro, des joueurs qui ont tant gagné. Aujourd'hui, il faut apporter, en tout cas, du sang neuf pour pouvoir régénérer tout ça. Est-ce que Zidane a déjà une destination en vue? C'est un entraîneur qui a un CV assez intéressant. Certainement, il y a selon les informations, en tout cas, il y a des clubs qui aimeraient avoir Zinedine Zidane, notamment, on parle de Manchester United, mais l'un des plus grand désir de Zinedine Zidane, en tout cas depuis fort longtemps, c'est d'arriver à avoir à diriger la sélection nationale française. Aujourd'hui, il y a Didier Deschamps qui a été prolongé jusqu'au mondial 2022. Peut-être qu'il va en tout cas avoir une année sabbatique, attendre un peu le bon moment et après l'ère Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, Zidane, en tout cas, qui est aujourd'hui le sportif, qui a été le sportif français le plus influent et le technicien français le plus aimé, qui de mieux pour reprendre en tout cas les rênes de l'équipe de France après Didier Deschamps. Donc je pense que Noël Le Graët et toute sa clique pensent forcément à cette option-là. Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, ce n'est pas chose à occulter. D'accord. Dernier sujet, la finale de la Ligue des Champions. Favori d'une finale 100% anglaise, Manchester City tient l'occasion de remporter sa première Ligue des Champions, la consécration espérée par Pep Guardiola et ses dirigeants émiratis. Mais Chelsea promet un duel acharné samedi, donc demain, à 21h à Porto, à l'image donc de son entraîneur revanchard Thomas Tuchel. Ça va être du beau jeu demain. Du beau jeu, forcément, même si les uns et les autres ont peur que l'enjeu tue le jeu. Je pense que ce sont deux équipes très joueuses, même s'il y a des similitudes avec Chelsea qui, en tout cas, accorde beaucoup d'importance à son assise défensive. On aura droit à un match palpitant, haletant, dans ce Estadio de Dragao de Porto demain. Pour cette finale, c'est inédit. Manchester City qui va jouer pour la première fois cette finale, une équipe qui est taillée depuis pour jouer une finale de Ligue des Champions. C'est enfin arrivé, depuis l'arrivée des Émiratis en 2009, au niveau du nord de l'Angleterre. C'était le rêve. Aujourd'hui, ils sont à la porte de ce cercle. Man City qui, avec son entraîneur Pep Guardiola, va essayer de faire mal à Chelsea. Deux équipes, je le disais tantôt, qui ont leurs particularités, mais également des similitudes. Vous avez cette philosophie-là, ce pressing intense pour pouvoir étouffer l'adversaire dans sa moitié de terrain, l'empêcher de jouer, qui est incarné par Pep Guardiola, parce que pour lui, il est plus facile de récupérer très haut les ballons pour faire mal à l'adversaire que de reculer et de parcourir tout le terrain avant de récupérer le ballon. Donc, il veut aller très vite en récupérant très haut le ballon. Thomas Tuchel également partage cette philosophie et il inculque à son équipe. Ça sera une bataille tactique entre ces deux hommes. Man City, sur le plan offensif, est assez
en tout cas explosif, avec 25 buts en 12 matchs déjà dans cette compétition de Champions League. Pep Guardiola fidèle à son 4-3-3 avec en tout cas une animation offensive qui est reposée en tout cas qui est reposée sur les joueurs de la ligne offensive. Il ne met pas souvent d'attaquants, il joue sans attaquant, mais avec beaucoup de mobilité devant. Un joueur